en tant que caméraman, votre propos nous intéresse sur la façon dont vous fixez le regard par rapport à un spectateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un spectateur qui voit un spectacle est totalement libre de porter le regard où il veut. Et il peut avoir une appréhension absolument globale de tout l'espace scénographique. Du coup, la contrainte du caméraman, c'est comment respecter cette liberté du regard ou comment évoquer cette liberté du regard, comment rendre justement la question de l'espace, la profondeur, l'étendue, la largeur, enfin, et les mouvements dans l'espace, comment vous pouvez, par la façon dont vous disposez les caméras, la façon dont vous cadrez, traduire cette diversité. Je crois qu'il est juste effectivement de parler plutôt d'évocation du regard du spectateur que de fixer vraiment un regard. Ça serait, voilà, chaque regard est particulier, singulier. L'état d'esprit du spectateur. Voilà, on est finalement, on est un spectateur. Notre regard se balade et se focalise exactement comme un de ces spectateurs. La différence, c'est qu'on est généralement en multicaméra. Les captations les plus pauvres ont 3 caméras, c'est vraiment un minimum, et les captations les plus luxueuses sont plutôt autour d'une dizaine de caméras. Donc en fait, on multiplie les points de vue et on multiplie les changements de focale, et de la même façon qu'on dit que l'esprit se focalise sur quelque chose, que le regard du spectateur, avec son cerveau, pas avec son œil, mais se focalise sur quelque chose, nous, on traduit ça par une approche avec nos outils, ou un élargissement qui fait qu'on a tout à coup un point de vue un petit peu plus large. Il y a aussi beaucoup la question de savoir si on isole les personnages ou si on les met en rapport les uns avec les autres ou avec un élément du décor. Voilà, je ne sais plus. Alors, quand vous dites, justement, par rapport à cette idée de multiplier les points de vue, on va être très concret. 3 caméras, vous les placez où? 3 caméras, on les place une en plan large, forcément, mais ça peut être, si possible, un plan large qui est pas toujours le même. Ça peut être un plan qu'on appelle vraiment plan de situation. Il m'arrive assez souvent d'être celle qui fait ça, je ne sais pas pourquoi, qui demande effectivement une compréhension de la mise en scène assez précise, parce que qu'est-ce qui est intéressant à ce moment-là? Est-ce que c'est de voir la relation des 2 personnages? Est-ce que c'est intéressant de voir que le personnage est tout seul dans un immense décor, etc. Parce qu'il n'y aurait aucun sens d'aller serrer sur un mec qui est tout seul, parce qu'on ne dirait pas sa solitude, hein, en fait. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de passer d'un personnage à l'autre, par exemple? Est-ce que c'est intéressant d'avoir les 2 en même temps? Est-ce que c'est intéressant d'être sur celui qui écoute plutôt que sur celui qui parle? Voilà, tous ces choix-là. Et donc cette espèce de plan large, là, il peut introduire un élément de décor, introduire par exemple une porte qui va s'ouvrir ou pas. Est-ce que c'est intéressant de voir la porte qui va s'ouvrir, ou est-ce que c'est intéressant de voir la surprise sur le comédien, et puis ensuite le plan où il y a la porte? Mais tout ça, il faut l'anticiper, parce que s'il y a une caméra, on décide qu'il voit la surprise sur le comédien, et après il faut qu'il y ait une caméra où il y ait la porte, parce qu'il faut quand même un minimum que ce soit compréhensible. Et alors, donc, concrètement, par rapport à cette question justement d'anticipation, comment se décline le travail avec le réalisateur? C'est-à-dire que le réalisateur qui va de fait organiser l'ensemble de la captation va vous dire, moi je veux une caméra à tel endroit, une caméra à tel endroit, etc. Va décliner tout ça. Il va dire à tel moment je veux ça, à tel moment je veux ça. Enfin, est-ce que ça va jusque-là, ou quelle est votre marge de manœuvre, vous, aussi par rapport au projet de captation? Je crois qu'il y a vraiment différents spectacles, différentes conditions de captation et différents réalisateurs.
Ça peut aller de captations très très intimes où on a, et avec peu de moyens, où on n'a même pas le temps de voir la pièce avant, ou seulement le réalisateur a vu la pièce avant et peut-être juste une ou deux fois. Et on arrive, voilà, c'est ce qui arrive par exemple quand on est à Avignon sur les petites captations pour France O. En général, on voit la pièce, le lendemain on la filme une fois, le surlendemain on la filme une deuxième fois, et personne n'a jamais vu la pièce avant, etc. Donc là, ça nous demande vraiment très très vite d'anticiper tout ça, de dire bon allez, tac tac tac, la pièce c'est plutôt un truc frontal, ou c'est plutôt quelque chose où on a envie d'être sur les côtés, parce qu'en la voyant comme ça, on s'est dit tiens, j'aurais bien aimé voir ce regard comme ça, ou mettre telle et telle personne, ou voilà. Et puis il y a aussi des pièces des captations où le réalisateur a eu l'occasion, comme par exemple les pièces de la Comédie Française qu'on fait en direct en plus pour le cinéma. Là, le réalisateur voit la pièce beaucoup, je sais pas, un nombre, peut-être des fois 5 fois, 6 fois, ou assiste à des répétitions, discute avec le metteur en scène, filme des différents points de vue. Ça aussi, quand il y a les moyens et le temps de faire ça, au moins faire des photos ou filmer des différents points de vue pour essayer de les tester un petit peu. Voilà. Et donc après, quand on arrive, nous, les caméramens et women, ça dépend, voilà, de ce qui s'est passé avant. Et puis voilà, puis je crois que aussi à force, on est un tout petit peu plus sollicité quand on a de l'expérience. Hein, voilà, donc ça m'arrive un peu plus qu'avant. La question du multicaméra et du choix, finalement, du choix de à tel moment, je vais choisir en effet de centrer sur un comédien. Quelle incidence ça a aussi sur la réception et la réception potentielle de celui qui va assister à la captation et qui n'aura pas vu le spectacle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'incidence de la réception du jeu, par exemple, quand on assiste au spectacle et par rapport au moment où on assiste à la captation du spectacle. Est-ce que comment vous travaillez ça sur le fait de, finalement, je risque de mettre en avant quelque chose qui est de l'ordre du jeu au plateau et qui n'a de sens que parce que c'est du jeu au plateau. Et si je le filme trop près, ça peut induire une mauvaise réception de ce jeu. Donc comment vous travaillez pour anticiper cette question de je ne dois pas non plus trahir la réalité du jeu parce que ce jeu s'inscrivait dans un plateau qui était tel plateau. Je pense à la cour d'honneur évidemment, où là le jeu est à la proportion et à la dimension de l'espace. Absolument. Je dirais que c'est très intuitif. Moi, ça m'arrive de reculer de reculer, oui. De faire un zoom arrière, hein, très techniquement, très bêtement, mais c'est ça, de reculer devant trop d'émotions, quelque chose que je trouve trop appuyé pour la caméra, qui certainement est tout à fait à la hauteur de la cour d'honneur et du 45e rang, mais qui là ne va pas. Donc même si on m'a demandé un gros plan à ce moment-là, parce que justement c'est un moment très chargé d'émotions ou quoi, où on a envie d'être dans les yeux du truc, ça m'arrive, moi, de reculer, de prendre cette initiative-là. Et puis, généralement, on ne fait pas qu'une fois les captations. Donc, après, c'est tout ce genre de choses dont on discute le lendemain, avant de faire la deuxième captation, la troisième ou le direct, ou tout ça. On est là, voilà, là, tu m'as demandé un gros plan, mais alors là, tu as vu, je pense que ça ne marche pas, donc on renonce à ça, ou on se dit, ça va être plutôt un profil, ou même quelque chose. Alors là, on entre un peu justement dans la fabrique, c'est-à-dire le fait que pour un même spectacle, vous pouvez faire jusqu'à combien de captations? On rêverait d'en faire encore plus. D'accord. C'est quand même généralement 2 maintenant. Hein. C'est 2. Ouais. Alors qu'il y a 10 ans, c'était encore 3 ou 4. D'accord. Ouais. 3 ou 4, ok. Ouais. La façon aussi dont vous intégrez la présence du public.
enfin, si tant est que le public soit présent, parce que ce n'est pas le cas de toutes les captations, quel problème ça pose à la fois pour votre inscription dans le public, parce que de rien les caméras elles sont là, hein, et pour aussi la réception par le public d'un spectacle dont il prend conscience qu'il est capté en direct. Est-ce que vous avez conscience de tous ces rapports et de ce que ça peut induire? Je pense que le public oublie très très vite notre présence. C'est un de nos challenges d'ailleurs, hein, parce que il faut effectivement qu'on soit extrêmement silencieux, essayer que nos viseurs ne dérangent pas, etc. Enfin, ça pour moi c'est un truc qui est super important dans notre boulot, parce que je crois qu'il faut absolument que le public oublie, et il faudrait même que les comédiens oublient quand il y a des spectateurs. Parce qu'à l'inverse, quand il n'y a pas de spectateurs, je pense que notre présence humaine derrière les caméras est importante pour les comédiens. Alors, cette question de pas de spectateurs, est-ce que vous avez constaté que ça peut avoir une incidence sur le jeu? C'est-à-dire si le spectacle est capté en présence de public ou c'est capté sans le public, dans quelle mesure ça induit sur le jeu, sur justement, ne serait-ce que la voix, sur la gestuelle, etc. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vivre ça? Oui, il y a même pas longtemps, mais alors j'ai appris après la première captation que le metteur en scène avait donné des indications différentes à ses comédiens par rapport à l'absence du public et à notre présence, justement de retenir un peu, voilà, de jouer plus pour les caméras que pour un potentiel. Donc voilà, ils ont modifié d'eux-mêmes. Et est-ce que ces modifications n'ont été que le temps de la captation, enfin le temps de la captation sans public, et puis après, c'était modifié. Par rapport à justement présence ou non de public, c'est aussi ça a une incidence potentielle sur la place de la caméra dans l'espace. C'est-à-dire que j'imagine que vous avez une beaucoup plus grande marge de manœuvre s'il n'y a pas de public, y compris parfois à mettre des caméras au plateau. Pour certaines, voilà. Est-ce que vous avez des exemples précis et de ce que ça peut apporter le fait de faire une captation sans public par rapport à pouvoir avoir des cadres tout à fait singuliers? On peut déjà mettre des caméras en mouvement dans la salle, ce qu'on se permet très rarement en présence du public, parce que même une grue très discrète en l'air, ça finit par embêter. Et un travelling en bord de scène, par exemple, ça peut être super intéressant parce que justement, ça permet, dans un même plan, de changer de point de vue. Hein, c'est pas la peine de changer de caméra, mais sans couper le plan, donc sans couper l'émotion, sans couper je sais pas quoi, en faisant un travelling et en jouant avec le zoom, en s'approchant de la scène, tout ça, ou avec une grue. On peut faire des choses très intéressantes qu'on ne peut pas faire quand il y a du public. Et d'autre part, on peut aussi mettre des caméras au plateau qui se voient à vue, ce qu'on ne peut pas faire évidemment quand il y a du public. Et du coup, qu'est-ce que peut apporter cette présence de la caméra au plateau? Alors ça peut apporter, après, chacun ses goûts, mais ça peut apporter des points de vue totalement inédits. Et avec la complicité d'un metteur en scène qui trouve que c'est intéressant, on peut voir des gens qui sont présentés habituellement, qui sont présentés de dos par rapport au spectateur lambda. Et voilà, il y a des metteurs en scène pour lesquels c'est hors de question, parce que s'ils ont mis quelqu'un de dos ou de profil, c'est pour le voir de dos ou de profil. Et il y a des metteurs en scène qui trouvent ça très intéressant de voir pour la première fois leur comédien de face à ces moments-là, voilà, et d'aller choper des choses qui échappent aux spectateurs. Et du coup, ça veut dire que là, dans ces cas-là, on a un objet qui, de fait, est un objet tout à fait spécifique, plus lié à la représentation, enfin, qui est évidemment lié à la représentation théâtrale, mais en même temps qui n'a jamais existé pour un spectateur. Totalement. Et voilà. Et donc, c'est la nature même de la captation qui devient objet de réflexion. C'est-à-dire que la captation, c'est un objet artistique en soi. Absolument. Qui est autre encore que la représentation théâtrale. Sur la question aussi de ces spectacles où vous pouvez avoir simultanément différentes scènes que le spectateur peut appréhender parce qu'il a une vision globale,
et qu'il est peut-être plus difficile de traduire en termes de captation. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez dans ces cas-là? Alors, soit si on est en direct, par exemple, on n'a pas d'autre choix que de faire des choix. Parce que sinon, alors le rêve de beaucoup de metteurs en scène, c'est du coup qu'on reste en plan large pendant 10 minutes. Je pense que le spectateur n'apprécierait pas. Voilà, il faut bien à un moment se rapprocher, à un moment, enfin c'est pas possible, quoi. Donc, même il y a des metteurs en scène qui aimeraient bien qu'on reste pendant 1 heure et demie, hein, en plan large, surtout qu'on loupe rien. Mais bon, ça c'est pas très intéressant. Donc en fait, on a soit le choix de faire un choix, soit si on n'est pas en direct, on peut aussi décaler certaines choses pour les montrer toutes les deux. Mais alors à ce moment-là, on induit vraiment quelque chose, hein, parce que si le metteur en scène a voulu la simultanéité, c'est sûrement pas pour rien. Enfin, il accepte parfois qu'on le décale parce qu'il comprend bien qu'il a envie qu'on voit les deux choses, qu'on les voit bien, et peut-être en les décalant un peu, on arrive à montrer les deux. Et puis sinon, il y a eu des expériences un peu plus novatrices, mais ça a un peu fait flop, j'en vois plus trop, mais de split screen. Un petit peu comme c'était même l'époque dans les séries télévisées, il y avait ça aussi, cette grande époque de 24 heures chrono. Ça a été utilisé dans certaines captations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que ça soit délicatement fait, mais ça peut être intéressant. Sur cette question du rapport entre metteur en scène et réalisateur, comme vous dites, il y a certains metteurs en scène aimeraient parfois des plans longs de 20 minutes, voire beaucoup plus de plans larges, justement parce que pour eux, je pense que là, ce qui importe, c'est l'appréhension globale de l'espace scénique et ce mouvement dans l'ensemble de l'espace scénique. Comment se construit le dialogue entre metteur en scène, réalisateur et du coup aussi caméraman, parce que vous êtes aussi derrière. Oui, oui, oui. On n'est pas toujours là quand ces dialogues se passent, donc j'ai peu d'expérience de ça. Moi, je trouve que c'est malheureux, mais quand ça arrive, je trouve ça extraordinaire parce que voilà, c'est un peu directement du. Ça peut être des dialogues très violents. Et alors, ce qui se passe parfois, parce que je crois que c'est vraiment une vraie violence pour les metteurs en scène. Hein. C'est un peu, t'en dis, traduction, trahison, mais c'est un peu ce même rapport, hein, captation, trahison, quoi. On est obligé hein, de faire des choix. Tout ça, c'est pas pour ça qu'on traduit pas les bouquins, parce que voilà, ils sont mieux dans leur langue originale, on est d'accord. Mais n'empêche que voilà, c'est un petit peu le même rapport, je crois. Et ce qui arrive, c'est que quand un metteur en scène et un réalisateur arrivent à communiquer sur ça, souvent ça forme des couples un peu pérennes. Ça arrive qu'un metteur en scène ait vraiment très envie d'avoir toujours le même réalisateur parce qu'ils ont trouvé le moyen, le compromis, ou peut-être au contraire, ils se sont apportés des choses les uns les autres. Voilà. L'idée de couple pérenne, et ça, je trouve ça intéressant aussi sur la question de la trahison. C'est un couple. C'est un couple avec parfois ses différences et ses moments de dispute. À un moment donné, le rapport au temps devient autre. Le rapport au temps de l'image et le rapport au temps du plateau. La captation par le montage induit, enfin par le montage de fait, induit un autre rapport au temps. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience quand vous filmez cette question du montage et donc d'un rythme qu'induit la captation par rapport à ce qu'un spectateur peut vivre? Oui. C'est ça la question. Oui, bien sûr. Oui, on en a conscience. Moi, je ne pense pas être de ceux qui... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est à l'intérieur des plans que je fais que ça se joue. D'accord. J'ai l'impression que ça se joue plutôt au montage et au fait d'accoler des plans, de leur rythme. Alors, il y a des plans qui ont parfois leur rythme propre. Quand je parlais alors, il peut y avoir, par exemple, des plans très longs où on suit un personnage qui nous amène à un autre, qui nous amène à un décor, où on nous demande d'élargir pour découvrir des choses qu'on n'avait pas vues ou de resserrer, focaliser sur quelqu'un. Ça, ces plans très longs, ils ont leur rythme propre. Et on ne peut pas les couper, enfin si on peut toujours les couper, mais c'est plus, alors à ce moment-là, des plans séquences. Donc quand on garde un plan séquence,
Il a son rythme, et son rythme, c'est nous qui en avons la responsabilité, en effet. Mais très lié à la mise en scène. Parce que c'est le rythme, je ne sais pas, le rythme du suivi de quelqu'un qui marche, mais même après, même quand on le quitte, ce rythme-là, il a induit le rythme de l'élargissement, il a induit, voilà, on ne fait pas impunément un zoom coup de poing ou quelque chose de très solennel. Ça, c'est dans la mise en scène. Je crois que c'est plus ça que le contraire, en fait. C'est plus nous que le contraire. Vous avez évoqué à un moment donné que vous vous interrogiez sur le fait que la captation finirait par avoir une incidence sur la mise en scène. C'est dans une conversation qu'on avait eue, le fait que peut-être que les metteurs en scène aujourd'hui, les scénographes, intègrent, en particulier le fameux cadre 16/9e, dans la façon de structurer, enfin de concevoir leur scénographie et l'occupation de l'espace scénique. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu ça, parce que je trouve que c'est une réflexion extrêmement intéressante. Je serais très curieuse d'en discuter avec les metteurs en scène. Peut-être n'en ont-ils pas conscience, mais moi j'ai l'impression, ça fait quand même allez, 30 ans que je filme du théâtre, et j'ai l'impression que le cadre de scène, que les mises en scène se sont allongées de la même façon que notre format s'est allongé. On travaillait à l'époque en 4/3 dans les télévisions de mamie, là, presque carré. Maintenant, on est en 16/9e, et on a l'impression que le cadre du théâtre a pris aussi ses aises dans la largeur. Il y a moins de mise en scène en étage, en hauteur, en tout ça, et beaucoup plus en largeur. Et ça se cadre beaucoup plus facilement qu'à une certaine époque. Oui, parce qu'en plus, vous disiez tout à l'heure que c'est justement la place que vous aviez souvent comme caméraman. Oui. Donc vous avez parfaitement conscience assez facilement de la façon dont votre cadre va s'adapter à l'espace scénique. C'est ça, parce que si on n'arrive pas, si l'espace scénique est beaucoup plus carré et qu'on veut montrer toute la hauteur, on déborde sur le théâtre. Et là, déborder sur le théâtre, ça c'est aussi peut-être une chose qui peut vous intéresser, mais sortir de la scène pour une raison ou pour une autre, en chopant le premier rang de spectateurs, ou des têtes par exemple, ou en allant trop loin, en chopant des bords de scène, ou en étant obligé d'élargir, tout ça. Ça sort le spectateur de la captation de la scène, et tout d'un coup il s'aperçoit qu'il est dans un théâtre. Ça peut être intéressant. Puis il y a des mises en scène qui utilisent l'espace de la salle, le public, bien sûr. comme le fameux truc de La Nuit des Rois. Voilà, comme la Nuit des Rois. Voilà. Comme la Nuit des Rois qui utilise ça, voilà. Qui était d'ailleurs, entre parenthèses, une sacrée gageure de captation, hein, parce que ça allait dans tous les sens. Oui, et puis avec cette avancée en plein milieu du public. Voilà. Sachant que le public, lui, il avait à la fois l'avancée, mais il avait le plateau derrière. Et donc j'imagine que là, en termes de travail, de captation, c'était assez singulier. Vous, en tant que caméraman, là encore, on assiste quand même depuis, alors en particulier depuis les événements récents sanitaires, avec toutes les questions de confinement qui se posent, et cette difficulté à occuper les plateaux et cette difficulté à rencontrer le public en ce moment, on assiste à une explosion littérale à la fois de la mise en ligne de captation, mais aussi de captation. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de projets qui vont être captés là, et qui parfois même commencent par des captations. Je pense au Bellorini qui devait faire l'ouverture de la Cour du Palais, qui finalement, sa première représentation va être captée. C'est-à-dire avant même qu'il y ait le public. Donc là, il y a quand même une actualité, on a l'impression, assez singulière. Vous, en tant que caméraman, est-ce que vous êtes conscient de ce mouvement d'accélération de la captation comme nouvelle relation au public, pour le spectacle vivant en général, par rapport à cette situation? Est-ce que pour vous, de votre place, les choses s'accélèrent aussi? Oui, il y en a de plus en plus, dans des conditions peut-être aussi plus précaires. Je ne suis pas sûre que l'argent consacré à ça, par exemple, soit vraiment beaucoup plus grand. Donc on en fait beaucoup, rapidement, dans des conditions un petit peu speed.
Et par contre, la bonne nouvelle enfin moi je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est toutes les captations pour le cinéma. Les transmissions en direct, par exemple de la Comédie Française. Et on fait ça aussi beaucoup pour l'opéra et pour le ballet, mais bon, c'est un peu autre chose. Mais les captations de la Comédie Française, par exemple, pour le cinéma, moi je trouve que c'est quand même là ce qui rapproche beaucoup plus de l'expérience du théâtre, du spectacle vivant. Enfin, on est quand même, on a quand même une ampleur de, voilà, plutôt que, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont faites pour le web. Donc du coup on dit pour le web c'est pas très grave que ce soit pas des super caméras, que ce soit pas des super lumières, que ce soit pas, de toute façon les gens ils vont regarder ça, du super son aussi parce que voilà, de toute façon les gens ils vont regarder ça sur leur petit, même parfois sur l'iPhone ou sur une toute petite tablette ou une chose comme ça. Là, pour le cinéma, c'est un tout petit peu plus de gueule. Et je trouve que ça permet aux gens d'avoir une expérience qui est un peu entre la télé et le spectacle vivant. Est-ce que, on va finir là-dessus, en termes de captation, est-ce qu'il vous est arrivé de faire des captations où l'enjeu premier, c'est aussi la mémoire d'un spectacle, c'est-à-dire la mémoire est un outil de travail pour l'avenir. C'est-à-dire de tout d'un coup garder en mémoire une mise en scène très particulière, de telle façon à ce que ça puisse servir à d'autres après. Est-ce que c'est une problématique que vous avez, vous? Je réfléchis, ça... Je sais, tout d'un coup, spontanément, ça m'évoque du travail qu'on a fait avec Ariane Mouchkine. Mais je ne saurais pas citer un truc... Enfin, elle a vraiment un rapport à la captation de ces spectacles très particuliers. C'est quelqu'un qui a fait du cinéma, donc il connaît bien la question de la caméra. Il me semble l'avoir entendu dire que c'était a posteriori des outils de travail très très importants. Voilà, mais sinon, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. D'accord. Parce que je pose la question puisque c'est en lien avec cette idée que peu à peu la captation pourrait avoir une influence et une incidence sur la mise en scène. C'est dans cet aller-retour entre, j'allais dire, ce qui se passe au plateau, c'est-à-dire la représentation, mais aussi ce travail de lien avec la captation. Est-ce qu'il n'y a pas un aller-retour qui est croissant entre les deux? Alors, ce qui me revient, c'est un metteur en scène qui maintenant fait surtout des opéras, et moi je travaille surtout avec lui en opéra, mais qui est un metteur en scène de théâtre à la base, et ça se sent beaucoup dans ses mises en scène d'opéra, c'est Dimitri Tcherniakov. Lui avec qui, alors ça c'est un des metteurs en scène avec qui on travaille vraiment très très proche, qui est là aux réunions avec les cadreurs et avec les metteurs en scène, qui voit ce qu'on a fait pour qu'on modifie des choses le lendemain, qui nous explique ses intentions quand on ne les a pas découvertes nous-mêmes, ce qui arrive quand même souvent. Et lui, plus ça va, parce que je crois qu'on doit en être à une dizaine d'opéras, une quinzaine d'opéras de lui qu'on a filmé avec la même équipe. Lui, on a l'impression qu'il intègre la caméra maintenant dans son truc. Moi, je le soupçonne de placer des chanteurs, en l'occurrence, en fonction des caméras. Je pense qu'il sait très bien ce qu'on va faire s'il met les choses comme ça. Je vous remercie énormément pour cet échange que j'ai trouvé extrêmement éclairant et cette participation donc, à cette réflexion globale sur la question de la captation. Avec plaisir.